Donc la semaine dernière, on s'était arrêté vraiment à la fin du chapitre 1, donc il faut qu'on termine ça rapidement, avec ces notions de acquis, variation et d'effet record. Bon, bien souvent, lorsqu'on étudie une évolution conjoncturelle, c'est-à-dire uniquement l'évolution du PIB trimestre après trimestre, on cherche à voir dans cette évolution conjoncturelle à quelque chose qui va se marquer ensuite de manière annuelle et de manière plus structurelle. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous êtes un conjoncturiste à l'INSEE, vous regardez les chiffres de la croissance trimestre après trimestre, et vous essayez de deviner ce qui va se passer pour l'année. Et on a développé pour ça l'idée d'acquis de variation et d'effet record. Je vais vous expliquer ce qui se passe, ça paraît assez concret. Imaginez que nous sommes en 2019, nous sommes en 2016 ici, mais ça n'a pas beaucoup d'importance, et nous sommes au mois d'octobre, et donc on a déjà à disposition, à ce moment-là de l'année, le PIB du premier trimestre, la production entre le 1er et le 30 mars, puis le PIB du second trimestre, la production entre le 30 mars et le 30 juin. Évidemment, on ne dispose pas encore de données sur ce qui va se passer au T3 et au T4, et donc on ne sait pas encore ce qui va se passer au cours de l'année. Mais on voudrait, en quelque sorte, essayer, à partir de ces données incomplètes, à deviner ou comprendre ce qui est déjà acquis comme croissance au cours de cette année. Et c'est cette idée de acquis de variation. Vous voyez que ce que l'on peut toujours faire, c'est dire que finalement, les données qui sont incomplètes, les deux qui nous manquent, on peut faire comme si ce qu'on a observé au second trimestre allait se reproduire au T3 et au T4. Et donc, l'idée de l'acquis de variation du calcul que je vais faire, c'est que lorsqu'on a des données manquantes sur une série pour savoir ce qui va se passer jusqu'à la fin de l'année, on peut remplacer les deux données qui manquent par la dernière donnée connue. Donc évidemment, si on fait ça, si on remplace le T3 et le T4 que l'on ne connaît pas par le dernier trimestre connu, c'est-à-dire le T3, on fait comme si, en fait, on n'allait plus avoir de croissance dans l'année. Et pas non plus de décroissance, puisque on fait comme si, en fait, le T3 et le T4, il serait vrai ce qui s'est passé au T2. D'accord ? Accepter ce principe, c'est faire ce qu'on appelle de l'acquis de variation, de l'acquis de croissance. Donc, quand on dit à un moment l'acquis de croissance et de temps, c'est ce que l'on pense comme la croissance déjà acquise, en faisant l'hypothèse qu'au T3 et au T4, il n'y aura plus de croissance supplémentaire. D'accord ? Mais vous voyez, ce n'est pas un acquis de croissance. La croissance, elle n'est jamais gagnée. Ça pourrait décroître. D'accord ? On fait comme si ça reste au même niveau. Dans les faits, on voit bien que s'il y a la croissance qui s'effectue trimestre après trimestre, on peut penser qu'au 3e et 4e trimestre, cette croissance va continuer. Donc, faire de l'acquis de croissance, c'est faire le calcul suivant, c'est faire comme si, finalement, donc c'est une histoire, c'est faire comme si, pour les 2 derniers semestres manquants, la situation allait être la même que la dernière donnée connue qui correspond au T2, d'accord, au trimestre 2. On fait comme si ça se maintenait, d'accord. Avec ça, si je maintiens ceci, 554,6, je peux calculer un PIB annuel et un PIB, une moyenne du PIB trimestriel, ok. Je peux calculer cette moyenne du PIB trimestriel, et cette moyenne ici, elle serait, d'après mon calcul, de 555,2. Alors j'espère que mon calcul est bon, puisque vous voyez que dans ce calcul, pour 555,2, ça devrait être égal. Ce que je veux calculer, c'est quoi? C'est 555,7 plus 3 fois 554,6 divisé par 4. D'accord? C'est ça qu'il faut calculer. Vous avez une calculette?
Vous avez la chance, maintenant je vais la calculer chez l'opérationnel. 555,7 plus 3 fois 554,6. Ça, c'est égal à 2219,5. D'accord? 2219,5, ça serait le PIB annuel, c'est la somme de tout ça, ça serait le PIB annuel si le T2, au niveau du T2, c'était reproduit au T3 et au T4. Et si je divise ceci par 4, ok, j'obtiens 554. C'est pas ces chiffres-là, c'est pour ça que je veux vérifier, parce que j'étais plus sûr de ce que j'avais fait. Ça fait 554,875. D'accord? Donc, c'est quoi la technique de l'acquis de variation? D'accord? C'est expliquer que c'est le taux de croissance moyen annuel fictif que l'on va avoir si la situation au T3 et au T4 est la même que la situation au T2. C'est clair? Donc, logiquement, ça doit être 554,875 divisé par, je calcule un taux de croissance annuel moyen. Donc, ce que je vais comparer, c'est ce 545,3 avec ce 554,875. L'inverse, c'est 554,875 divisé par 545,3 moins 20. Donc je fais ça sur ma petite calculette. 3. Ok. Et j'enlève 1. Et ça fait 1,7559. Donc ça fait effectivement ce que j'ai inscrit là. D'accord? Donc ça fait 0,0176, c'est-à-dire une croissance de 1,76. Ok? Ceci, oui. Attendez, je répète, je vais redonner la définition de l'acquis-variation après. Donc, soyez patients, essayez de comprendre ce que j'ai dit, je n'ai pas l'impression d'avancer très très vite. Je vais le redire après. Et je ne peux pas non plus réexpliquer à tout instant ce que je viens d'expliquer. C'est pas possible. C'est pas possible. Je vais le redire là, mais je vais le redire dans une minute. Donc, attendez une minute, que je termine le raisonnement. Donc, 1,76%, c'est la croissance du PIB annuel moyen, ou du PIB annuel, entre 2015 et 2016, en faisant comme si les T3 et les T4 étaient au niveau du T2. Ce que je viens de faire ici, c'est ce qu'on appelle l'acquis de croissance ou l'acquis de variation. On va dire, à la fin du semestre 2, il y a déjà 1,76% de croissance qui ont été acquises. Mais elles ne sont acquises que si, au T3 et au T4, ça reste à ce niveau de 554,6. D'accord? Rien n'est jamais acquis. Et d'ailleurs, vous voyez bien, regardez, entre le T1 et le T2, ça a baissé. D'accord? Pourquoi ça pourrait continuer à baisser? Mais j'appelle ça acquis de variation en pensant que ça ne va pas baisser. Bon, en effet, ça peut baisser. Donc, je vais dire, on a déjà acquis 1,76%. Donc, quelle est la définition que vous devez retenir? Faites comme moi, vous allez sur le site de l'INSEE et on vous explique ce qu'on appelle l'acquis de variation ou l'acquis de croissance. Définition, l'acquis de variation d'une variable trimestrielle, donc l'acquis de croissance d'une variable trimestrielle, pour une année N, correspond au taux de variation de la variable entre l'année N-1 et l'année N, que l'on obtiendrait, c'est un peu compliqué, mais si la variable demeurait jusqu'à la fin de l'année N au niveau du dernier trimestre connu. C'est ça. L'acquis de variation d'une variable trimestrielle pour une année N correspond au taux de variation de la variable entre l'année N-1 et l'année N que l'on obtiendrait si la variable demeurait jusqu'à la fin de l'année N au niveau du dernier trimestre connu. D'accord? Donc ici, le dernier trimestre connu, c'est 554,6. D'accord? Je vais procéder au calcul précédemment. Donc je fais comme si
de manière fictive, je fais comme si ça allait se maintenir à 554,6. D'accord? Et si je calcule ça, je trouve 1,76%. Si cet 1,76%, c'est l'acquis de variation, d'accord, du PIB d'une année sur l'autre à la fin du trimestre 2 de l'année N. Ok? Donc, maintenant, il y a deux choses possibles. Soit, effectivement, le PIB se remet à croître. Dans ce cas-là, vous allez passer à un taux de croissance qui est supérieur à 1,13%. Soit le PIB se met à décroître. Dans ce cas-là, ça va descendre en dessous des 1,13%. Ok? Soit ça reste le même, et dans ce cas-là, l'acquis de variation reste le même. Ceci n'a d'intérêt que pour une variable de flux. Puisque ce que j'ai calculé ici, on l'a vu d'ailleurs, il y a un exercice, vous l'avez peut-être traité en direction d'études, dans lequel on tente de faire ce type de calcul pour le chômage, le taux de chômage. C'est un peu bizarre de faire ce calcul pour le taux de chômage. Parce que, évidemment, vous n'allez pas dire, c'est l'exercice, c'est le dernier exercice de la direction d'études. Pour une variable de stock, si vous avez le taux de chômage au 30 juin, ok, c'est un petit peu bizarre de dire que le chômage ne va plus augmenter, ou va rester au niveau du 30 juin, et de calculer un acquis de variation au 30 juin pour l'année. Ça n'a pas la même signification qu'ici. Pour une variable de flux, c'est intéressant de faire ça. Pour une variable de stock, en fait, c'est plus intéressant de comparer une année sur l'autre, de comparer le 30 juin 2014 au 30 juin 2015. Donc, ce type de calcul n'a d'intérêt que pour une variable de flux. Donc, que se passerait-il pour un stock? On peut toujours faire ça, mais on l'a bien vu dans l'exercice. Je ne vais pas vous faire la direction d'études. J'ai fait une vidéo YouTube où vous pouvez retrouver toutes les corrections. Je vais le refaire cette fois. Je dois le commenter de cette manière-là. Je dois dire, pour le taux de chômage, considérer que le chômage va se stabiliser au cours des 2 derniers trimestres est un peu bizarre, alors qu'il n'arrête pas d'augmenter. Vous regarderez le résultat. Donc, cette technique d'acquis de variation, elle n'a pas beaucoup d'intérêt pour une variable de stock. Elle est intéressante pour une variable de flux. Autre chose à dire qui, je trouve, est assez troublant, imaginez que on vous demande à l'examen de calculer l'acquis de variation 2015 au 1er janvier 2015. L'année n'a pas commencé, mais on vous demande de calculer un acquis de variation pour l'année 2015. Ça paraît un peu étrange, puisque comme l'année n'a pas commencé, rien n'est acquis, d'accord? Ça consisterait à faire quoi? Évidemment, ça paraît un peu bizarre, d'accord? Là, on vous demande de calculer l'acquis de variation 2015, c'est acquis de variation de 2015 par rapport à 2014, ça va se voir. Dès le 1er janvier. Donc, regardez à quoi ça correspond. Ça consiste à dire qu'on ne sait pas encore ce qui va se passer en 2015, mais on va faire comme si ce qui va se passer en 2015, c'est ce qui s'est passé pour la dernière observation connue. Donc, calculer ça, l'acquis de variation 2015 au 1er janvier 2015, c'est faire comme si l'année 2015 allait se dérouler comme le dernier trimestre de l'année 2014. Et d'accord? C'est ça, d'accord? Donc, si on pose cette question-là, acquis de variation 2015 au 1er janvier 2015, si la variable demeurait jusqu'à la fin de l'année N, jusqu'à la fin de l'année 2015, au niveau du dernier trimestre connu. Le niveau du dernier trimestre connu, c'est 538,3, d'accord? C'est le T4 2014. Donc, imaginez que vous ne connaissez pas ces données-là, et vous dites simplement, il se trouve qu'en 2015, ce que je peux faire, c'est que je peux faire comme si on allait avoir tout le temps 538,3. Ok? Donc, si ça c'est vrai, c'est quoi cette acquis de variation? C'est ce fameux 538,3 qui, du coup, s'il se reproduit en 2015 4 fois, sera le niveau du PIB moyen en 2015, la valeur en T4, divisé par quoi? Divisé par la moyenne des PIB trimestriels en 2014. 535,4. Moins 1. Et si vous calculez ça, vous pouvez le calculer, d'accord? Si je ne me trompe pas de raison de me tromper.
vous voyez que, alors que l'année 2015 n'a même pas commencé, vous avez déjà un acquis de croissance pour l'année 2015. C'est l'acquis de croissance 2015 au 1er janvier 2015. Et comment je l'ai calculé? En appliquant ma définition, j'ai simplement remplacé les données que je ne connais pas, c'est comme si je ne les connaissais pas, par la dernière donnée connue, c'est-à-dire 538,3, et j'ai regardé combien ça faisait de croissance en moyenne par rapport à la moyenne de ce qui se passe en 2014. Donc j'ai littéralement remplacé les 4 trimestres 2015 par ce qui se passe au 4e trimestre 2014. Et j'ai trouvé une croissance qui est déjà de 0,54%. Donc c'est assez agréable de penser qu'il y a déjà de la croissance en 2015, alors que l'année 2015 n'a même pas commencé. Vous avez bien compris que j'aurais très bien pu faire la même chose. J'aurais pu même calculer l'acquis de la variation 2015 au 30 octobre 2014. D'accord? Donc, c'est bien cette logique-là qui est derrière. Et cette logique-là, elle est vraie parce que c'est une variable de flux. Donc évidemment, quand vous calculez le taux de croissance du PIB, vous comparez en fait ce qui se passe durant 2 années entières. Et quand vous avez des trimestres, comme c'est trimestriel, vous voyez que déjà, la première année, il se passe des choses en termes de croissance qui vont impacter le résultat qu'on va obtenir à la fin. D'accord? Donc c'est pour ça que, de manière un peu paradoxale, je vais c'est bizarre, l'année 2015 n'est pas commencée, que vous avez déjà un acquis de croissance pour 2015. Un peu étrange. Bon, certes, il est faible, mais il n'est pas si négligeable que ça. Donc, ça donne lieu à ce qu'on appelle un effet record. C'est aussi le vocabulaire de conjoncturiste. Franchement, là, on rentre dans les détails du cours qui sont un peu... acquis de variation, c'est un concept un peu, voilà, pas compliqué, mais on y réfléchit. L'effet record, c'est simplement une question, c'est... vous voyez que quand vous cherchez à calculer, je dis que une partie de la croissance entre 2015 et 2014 est déjà acquise, elle est déjà acquise au 1er janvier 2015. Donc, cette partie donne lieu sur la croissance totale entre 2014 et 2015 à un effet report. C'est le report de ce qui s'est passé sur l'année 2014, sur le taux de croissance 2015-2014. C'est quoi le taux de croissance 2015-2014? Ok, c'est simplement, vous allez prendre le PIB annuel ou la moyenne des PIB trimestriels, c'est ça, que vous allez comparer à ça. D'accord? Donc quand on me demande quel est le coefficient multiplicateur entre 15 et 14, c'est 545,3 divisé par 535,4. Vous êtes d'accord avec ça? Éventuellement, vous pouvez le calculer. Ça fait combien ça? 545. Bonne. 545,3 divisé par 535,4. Ok. Ça fait 1,0184,9. D'accord? Donc ça fait 1,0185. Ça, c'est bien la croissance que vous avez, qui est effective entre 2015 et 2014. C'est ce ratio-là. Bien sûr, ceci peut se décomposer en 2 morceaux. D'accord? Vous pouvez très bien calculer ici ce que j'ai appelé l'acquis de variation au 1er janvier 2015. C'est simplement la division de 538,3, dernière valeur connue, divisé par 535,4. D'accord? Donc ça, c'est l'acquis de variation 2015 au 1er janvier 2015. Et puis ceci, ok, ce que je fais, c'est que quand j'écris ça, bien sûr, vous voyez que ce morceau-là et ce morceau-là, ok, ils apparaissent des 2 côtés. C'est pour ça que j'ai cette relation-là. Ok? Donc ça, c'est l'acquis de variation. Et ça, c'est, je sais pas, c'est la croissance
que l'on a au-delà de l'acquis de variation. Donc ça serait, je ne sais pas, on peut appeler ça l'effet propre à l'année 2015. Donc, vous voyez que la croissance 2015-2014, une partie de cette croissance est déjà acquise en 2015, au 1er janvier 2015, et une partie provient de ce qui se passe strictement au cours de l'année 2015. C'est cette partie-là, d'accord? Oui. Bien sûr. Non mais, précisément, ce que je veux dire, c'est que ça, vous calculez parce que vous ne connaissez pas encore les données. Mais vous voyez que petit à petit, l'acquis de variation, il va rentrer dans la variation elle-même. Et il y a une partie de la croissance entre 15 et 14 qui provient, non pas vraiment de ce qui s'est passé en 2015, mais de ce qui était déjà acquis en 2014. 545,3, c'est une autopsie de la croissance. D'accord? Vous avez, enfin, l'année est finie, vous observez toutes les données, et là vous constatez que comme il y a eu un acquis de variation, cet acquis de variation a donné lieu à un effet report. C'est juste une forme d'autopsie de la croissance de 2015. Une partie de la croissance de 2015, qui est de 1,85%, quotient indicateur qui est de 1,085, est déjà acquise au 1er janvier. Ok? Et il y a une partie qui est l'autre, qui est juste, pour que ça fonctionne, hein, vous voyez, je vais mettre 545,3 de 58,3, qui serait l'effet propre de l'année 2015. Effectivement, vous avez raison, vous ne le connaissez pas encore. Et là, je fais une autopsie post-mortem. L'année est finie, on a toutes les données. Maintenant, on essaie de regarder comment on a obtenu ce résultat. On peut dire, une partie du résultat était déjà acquis au 1er janvier. Parce que déjà, au cours de l'année 2014, il y a eu de la croissance. D'accord? Donc, le dernier trimestre de 2014 est déjà plus élevé que la moyenne des trimestres de 2014. C'est ça, juste mathématiquement. Et donc, il y a une partie qui vient de cette variation, et il y a une partie qui est un effet propre. Donc, l'acquis de variation se transforme en un effet report. Il se reporte sur la croissance annuelle que l'on va avoir après. C'est juste une question de vocabulaire. Pourquoi je ne vais pas en faire un... Mais c'est comme ça que par l'INSEE, si vous allez sur le site de l'INSEE, vous demandez c'est quoi l'effet report, c'est quoi l'acquis de variation, ils vont vous dire c'est exactement ça, calcul. Donc effectivement, ce calcul-là, on l'a déjà fait, ça vaut combien ça? On avait déjà fait ce calcul, il me semble. Ça vaut 1, on l'a fait dans la page précédente. Donc ça vaut 1,00054. D'accord? Et puis celui-là, là, 545,3, divisé par 538,3, c'est égal à 1,013. D'accord? Donc vous voyez que dans la croissance qu'on observe entre 15 et 14, qui est de... C'est combien ça? Ça fait une croissance de 1,85%. Ok? C'est ce qu'on a comme croissance. Et bien il y en a 0,54% qui provient d'un acquis de variation déjà acquis au 1er janvier. D'accord? Et puis il y en a 1,3% qui provient d'un effet propre au cours des trimestres de l'année 2015. D'accord? Donc ce que j'appelle l'effet report ici, c'est juste que l'acquis de variation se reporte sur le taux de croissance effectif. C'est un effet report. Ok? Et ça, c'est un effet propre. C'est ce que je dois mettre sur mon transparent suivant. Donc j'espère que le calcul est le même. Si le calcul n'est pas le même, c'est que je ne sais pas, je me suis trompé ou c'est pas important. Ok? C'est exactement ce que je fais là. C'est les chiffres que j'ai déjà indiqués, sauf que j'ai dû les calculer avec Excel, mais c'est peut-être un peu différent. Donc ça nous fait 1,85% de croissance. Donc évidemment, c'est pas 13,12. C'est pas 13,12. Mais c'est 15,
par rapport à 14. Le taux de variation moyen, il est de 1,85%. D'accord? Il y a un effet report de 2014 sur 2015, c'est ça, hein. C'est la croissance en fait qui commence déjà à être enregistrée dans les 4 premiers trimestres de 2014. Cet effet report, on l'a calculé, il est de 0,54%, c'est celui-là, d'accord? Et puis il y a un effet propre à l'année 2015, au trimestre de l'année 2015, qui est de 1,32%. D'accord? De 1,32%. Bon. Voilà. Donc, le taux de variation, je le mets là-haut, en moyenne annuelle entre 2014 et 2015, à 1,85%, est obtenu en combinant l'acquis de croissance 2015 au 1er janvier 2015, d'accord, qui tient compte que de ce qui s'est passé, en fait, dans les trimestres de 2014, et l'effet propre à l'année 2015, c'est cette quantité-là. Donc, simplement parce que le taux de croissance, c'est ça, l'effet report, c'est ça, l'acquis de variation, c'est ça, l'acquis de variation et l'effet report, c'est la même chose, et l'effet propre, c'est ce qui reste là. Ok? Bon. Donc, à retenir, la croissance pour une variable de flux, elle a commencé à se mettre en œuvre dès l'année précédente. Vous voyez que pour les variables de stock, ce n'est pas le cas. Si vous avez le taux de chômage, le nombre de chômeurs qui augmente sur l'année, ça augmente entre le 31 décembre et le 1er janvier. Enfin, entre le 1er janvier et le 31 décembre. Donc, la croissance du chômage que vous avez en 2015 ne dépend en rien de la croissance du chômage qu'il y a eu en 2014. Alors que pour une variable de flux, c'est plus compliqué parce que le flux, il s'organise sur toute l'année. Donc bien sûr que si on vous demande à l'examen quel est l'effet report, je ne sais pas, lié à l'augmentation du taux de chômage, il n'y en a pas. Puisque toute la croissance du chômage en 2015, elle est liée à ce qui se passe au cours de l'année 2015, entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre. D'accord? Donc si vous deviez nous demander ce qu'est l'effet report, c'est zéro, puisque si vous aviez cette méthodologie-là, ça n'aurait aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Alors que pour le PIB, qui est une variable de flux, ça a un petit intérêt. Un intérêt conjoncturiste. Ça lui permet, au fur et à mesure que le temps avance, de dire il y a un acquis de variation, etc. Et puis plus on approche de la date de la fin de l'année, plus cet acquis de variation est consolidé. Et là, c'est souvent comme ça qu'ils parlent. Ils disent oui, la croissance s'est consolidée parce qu'ils observent qu'au cours des trimestres, ça continue à augmenter. Donc, au début, évidemment, c'est fragile, et après, ça se consolide, et on acquiert la croissance de la variation. Ok. Je crois que ça achève mon chapitre. D'accord? Donc, je vais pouvoir passer à autre chose, et c'est tant mieux. Je vais passer au chapitre 2. Chapitre 2. Analyser les variations de grandeur complexe. Donc, dans ce chapitre, on va regarder ce qu'on appelle l'effet structure et ce qu'on appelle les indices synthétiques, où j'y vais. En fait, dans ce qu'on a vu jusqu'alors, on a étudié ce qu'on appelle des grandeurs simples. On va tout de suite comprendre ce qu'est une grandeur simple. Dans une grandeur simple, il n'y a qu'une seule source de variation. Une seule source de variation. Dans une grandeur complexe, c'est pour ça que, ce qu'on va regarder ici, il peut y avoir deux sources de variation. Donc si le prix d'un panier de biens augmente, si vous avez un panier de biens dans lequel il y a des carottes, des pommes et des oranges et de la viande, si le prix de ce panier de biens augmente, ça peut être lié à un effet prix et un effet quantité. D'accord? C'est la combinaison des deux. Donc, vous voyez que l'augmentation de la valeur du panier, elle peut se décomposer en un effet prix et un effet quantité. La question, c'est de savoir comment on mesure ces deux effets. Il peut y avoir quelque chose qui fait augmenter la valeur du panier parce que la composition du panier se modifie en termes de quantité, il y a quelque chose qui fait augmenter la valeur du panier parce que le prix de chacune des composants du panier augmente. Donc c'est bien ça. Et derrière, bien sûr, c'est intéressant parce qu'on va regarder les indices de prix, notamment, et les indices de quantité, tels qu'on les utilise en comptabilité nationale. Ceci a à voir avec ce qu'on appelle l'effet structure. Vous voyez que la valeur du panier peut se modifier parce que la structure du panier, sa composition, peut se modifier. Donc le problème,
c'est lorsqu'on regarde, cherche un indice de prix, c'est d'essayer de neutraliser l'effet de modification de la structure. Quand on cherche un effet d'indice de quantité, c'est l'inverse, on va essayer de neutraliser l'évolution des prix. Et donc c'est ça qu'on va faire ici. Donc vous allez voir, c'est pas la peine de faire de grands discours, passons à du concret sur l'effet de structure, sur ce qu'on peut appeler l'effet de structure. Un exemple de tarte à la crème d'effet de structure, c'est on va comparer deux paniers, en fait c'est pas deux paniers ici, c'est deux entreprises en termes de pratique salariale. D'accord? Donc l'entreprise A et l'entreprise B. Ces entreprises ont, comme dans le panier, il y a des pommes, des oranges et des bananes, dans les entreprises, il y a des employés, des techniciens, des cadres. D'accord? Et il y a une certaine structure de la répartition de la main-d'œuvre de chacune des catégories dans chacune des entreprises. Donc l'entreprise A, 50%, 30%, 20%. D'accord? C'est sa structure en termes d'emploi, de qualification. Son qualification. L'entreprise B, vous voyez, elle, a une structure qui est différente, dans laquelle il y a davantage de cadres en proportion d'entreprise A. Maintenant, bien sûr, dans chacune des entreprises, vous avez un prix pour les oranges, un prix pour les bananes, qui sont en fait les salaires moyens qui correspondent à chacune des catégories. Donc, les employés, les techniciens, les cadres. Donc, ceci, c'est le salaire mensuel net de l'entreprise pratiquée par l'entreprise A. C'est ça. Et puis là, vous avez les prix de l'entreprise B. Donc, c'est le prix de chacune des catégories. En fait, c'est les salaires. C'est les salaires des employés, des techniciens, des cadres. Vous pouvez évidemment calculer le salaire moyen pour chacune des entreprises, qui est simplement la moyenne pondérée. C'est quoi ce salaire moyen? Je vais l'écrire ici. Le salaire moyen, la 2142, c'est simplement, on est d'accord, la moyenne pondérée de chacun des salaires de chacune des catégories. C'est 50% multiplié par 1481, c'est-à-dire un demi multiplié par 1481, plus 30% multiplié par 2104, on oublie le 6 000 €, plus 20% multiplié par 3851. Ceci me donne le salaire moyen. C'est la moyenne pondérée des salaires dans l'entreprise. Vous êtes d'accord? Ok? Et ça, vous pouvez calculer pour l'entreprise A et pour l'entreprise B. On peut avoir un vocabulaire un petit peu différent. Vous voyez que la structure des effectifs, je peux appeler ça, je sais pas, la structure de A. STA, structure. Et ça, c'est les salaires qui sont pratiqués par A. Ok? Donc, le salaire moyen, c'est quelque chose qui va combiner la structure avec le WA. En fait, ça va être en Excel ce qu'on appelle une somme de produits. Vous allez faire le produit de ça par ça, lui ajouter le produit de ça par ça, lui ajouter le produit de ça par ça. Autrement dit, 2142, c'est quoi? C'est 50% multiplié par 1481, plus 30% multiplié par 2104, plus 20% multiplié par 3851. D'accord? C'est ce qu'on appelle une somme de produits. C'est aussi ce qu'en mathématiques, on appelle un produit scalaire. Le salaire moyen, que j'appelle W bar A, d'accord, c'est la combinaison de la structure de A combinée à quoi? Au salaire de A. STA point WA. Vous allez prendre ce vecteur-là, 50, 30, 20%, et vous allez faire une somme prod avec ce vecteur-là. Faire ça, c'est ce qu'on appelle faire un produit scalaire. Vous avez déjà vu les produits scalaires ou pas? Produit scalaire. Prenez un vecteur, vous avez trois composantes, et vous faites une somme prod. Quand vous calculez votre note du bac, vous faites une somme prod des coefficients, c'est ça, c'est les coefficients, on appelle ça, du bac, et des notes que vous obtenez dans chacune des matières. Et après, éventuellement, vous divisez par le nombre de coefficients. D'accord? Donc vous faites bien un produit scalaire et pondération multiplié par chacune des notes, ce qui vous donne votre note moyenne de bac. Éventuellement, vous ajoutez des options, je ne sais pas, c'est quelque chose. D'accord? Et donc là, c'est exactement le cas. Hein.
Vous voyez que le salaire moyen de A, c'est simplement la combinaison de la structure de A avec le salaire de A. Mais attention, ce n'est pas une multiplication, c'est une subprod, c'est un peu plus compliqué. Mais au niveau de notation, c'est exactement ça ce qu'on fait. C'est ça. C'est des prods, et après, on les somme pour obtenir. De la même manière, bien sûr, ici, vous avez le même résultat. Le salaire moyen de B, c'est la structure de B, la structure salariale de B, point WB. Je mets bien un point pour souligner que ce n'est pas une multiplication, c'est un peu plus compliqué. C'est comme ça qu'on donne un produit scalaire en mathématiques. C'est pratique la notion de produit scalaire en fait. D'accord? Donc vous voyez, on a ça. Et puis si on compare les deux, bien sûr, on va en déduire que l'entreprise B, a un salaire moyen plus élevé. Et vous voyez bien que quand vous comparez le salaire moyen de B au salaire moyen de A, cette différence entre les deux, le fait que ici ce soit plus élevé, ça se décompose, ce soit plus élevé, ça se décompose en quelque chose qui provient du fait que l'entreprise B, elle a davantage de cadres, donc de gens mieux payés. Donc, ce qui explique que B a un salaire moyen plus élevé que A, c'est la combinaison de deux éléments. Un effet de structure. La structure de B, de la main-d'œuvre de B, est davantage qualifiée que la structure de la main-d'œuvre de A. Et puis après, c'est un effet qui peut provenir du fait que ligne à ligne, à l'intérieur des catégories, il y a des différences de salaire entre les deux entreprises. Donc, dans la différence qu'il y a entre W bar A et W bar B, il y en a une partie qui provient d'une différence d'effet de structure et une partie qui provient d'une différence de salaire dans chacune des entreprises. Et vous voyez que de ce point de vue-là, il semble que systématiquement, l'entreprise A paye davantage la même catégorie que l'entreprise B. 1481 est supérieur à 1300. 2104 est supérieur à 1800. 3151 est supérieur à 3500. Ça veut dire que, en fait, certes, B a un salaire moyen qui est plus élevé, en fait, on peut aussi affirmer que A paye mieux ses salariés catégorie par catégorie. Et la différence, elle provient simplement du fait que chez B, il y a beaucoup plus de cadres que chez A. Je vous avais dit que j'acceptais les départs pendant les pauses, parce que moi je trouve ça... Pourquoi vous partez? Vous oubliez? Et vous avez le secrétariat, vous va faire le secrétariat, vous restez encore 11 minutes, monsieur. Non mais franchement, vous feriez ça au lycée, là, vous levez, comme ça, vous partez à deux. Vous allez être deux au secrétariat? Bon, mademoiselle m'a pas dit ce qu'elle faisait. Non mais, je trouve que ce type de comportement, sans... Vous voyez, c'est pareil, un jour qui arrive comme ça, vous venez d'où, monsieur? Je suis sorti aux toilettes. Vous venez d'où, là? Ok, quand vous êtes au lycée, vous venez, vous partez aux toilettes? Quand vous êtes au lycée, vous leviez, vous partez aux toilettes pour un cours? Ok. Le jour de l'examen, vous n'aurez pas le droit d'aller aux toilettes. J'ai pas envie de faire la morale. Franchement, ça m'ennuie. Et ce que je trouve un peu étonnant, c'est que ce que j'essaie d'essayer de dire, mademoiselle, vous rentrez dans 10 minutes, il va y avoir une pause. Et on peut dire gentiment. Mais... Bon, allez, on arrête de perdre du temps. Donc, dans la hausse, dans la différence, il y a un effet de structure, et puis, il y a un autre effet. Donc, c'est ce que je dis là. Hein. Je dis, regardez, en fait, dans la différence de salaire qu'il y a entre A et B, d'accord, il se trouve que l'entreprise B, en moyenne, ok, si vous calculez ce coefficient multiplicateur, il vaut 1,191. L'entreprise B, en moyenne, elle rémunère ses employés 19,1%, même plus élevé que l'entreprise A. Mais vous voyez qu'une partie de ça est liée à des différences de structure. Donc, ce que je mets ici, le salaire,
c'est le salaire moyen de A, c'est la combinaison de la structure de A avec le salaire de A, le produit scalaire. Le W bar B, c'est la combinaison de la structure de B avec le salaire de B. Donc, ceci, ce n'est rien d'autre que la structure de A, scalaire, non, structure de B, pardon, scalaire le salaire de B, divisé par la structure de A, scalaire le salaire de A. D'accord? Et la différence est de 19,1%. Maintenant, je veux décomposer ceci en effet de structure et en effet de salaire. Qu'est-ce que je fais? Si je veux regarder l'impact de la différence de structure, ce que je peux faire, c'est considérer que les deux entreprises payent le même salaire. Et regarder ce que seraient, par exemple, les salaires dans A, si l'entreprise A avait la même structure, avait ce que serait le salaire moyen de A, si l'entreprise A avait la même structure que l'entreprise B. Donc, c'est ce que je fais maintenant. Vous voyez que si je veux regarder ce qui est attribué aux différentes structures, je vais choisir une des entreprises, par exemple ici l'entreprise A, d'accord? Je vais prendre et je vais faire comme si l'entreprise B avait les salaires de A. Donc, dans ce cas-là, ce que je calcule, c'est ce que serait la moyenne des salaires de l'entreprise B si l'entreprise B pratiquait le salaire de A. Et je vais comparer ça à quoi? Je vais comparer ça au salaire moyen de l'entreprise A. Et vous voyez qu'en faisant ceci, je neutralise en quelque sorte l'effet des salaires parce que je fais comme si les salaires étaient les mêmes dans les deux entreprises. Donc, ce que je calcule là, je dois faire un calcul un peu compliqué, dans lequel les salaires sont les mêmes dans chacune des catégories, mais simplement, c'est la structure qui va différer. Okay? C'est ce qui est indiqué là. Et j'obtiens 33, 1,332. Ceci, c'est quoi? C'est la structure de B, scalaire les salaires de A, divisé par la structure de A, scalaire les salaires de A. Donc, vous voyez bien que quand je mets un scalaire ici, le scalaire, ce n'est pas une multiplication. C'est une multiplication quand on a des vecteurs. Je ne veux pas barrer en haut et en bas. Mais ce que je compare bien, c'est la structure de B à la structure de A. En racontant une fiction, admettons que l'entreprise B adopte les salaires de A. Donc combien dans ce cas-là serait l'écart? L'écart, il serait de 33,2%. Donc si B pratiquait les mêmes salaires par catégorie que A, le taux de variation du salaire moyen BA serait de 33,2%, puisque ça fait 1,332. Okay? Dans les faits, cette variation n'est que de 19,1%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une variation des salaires par catégorie qui va expliquer cette différence. Ok? Donc certes, la structure donne un avantage à l'entreprise B par rapport à l'entreprise A, mais cet avantage devrait être de 33,2%. Et en fait, il n'est que de 19%. Pourquoi? Parce que même si l'entreprise B a une meilleure structure que l'entreprise A, elle a davantage de quart, comme elle paye tout le monde moins cher, ok, en fait, l'augmentation de salaire moyen n'est que de 19,1%. Et dans cette augmentation, il y en a 33,2%, donc plus que cette augmentation qui provient de la différence de salaire. Donc, d'où vient le reste? Le reste, c'est la variation des salaires par catégorie qui l'explique. Ok? Je vous rappelle le problème qu'on a. Ok? Vous voyez que ce qui se passe, c'est que l'entreprise B, elle rémunère moins chacune des catégories. Donc, en fait, sa structure lui permet de payer plus en salaire moyen, mais comme elle rémunère moins, il y a un effet propre qui est négatif. Comment vous pouvez le calculer? Exactement de la même manière, vous pouvez mesurer l'effet des différences de salaire, et cette fois, ce que vous allez faire,
c'est que vous allez raisonner à structure fixe. Par exemple, vous avez calculé le salaire ici, vous allez calculer la différence qui est liée au salaire de B par rapport au salaire de A. Et pour faire ça, vous allez faire comme si l'entreprise A avait la même structure de salaire, pas de salaire, de qualification, que l'entreprise B. Autrement dit, vous allez raisonner à la structure fixe, vous allez calculer un salaire moyen qui sera structure B, scalaire B en haut. Ceci est bien le salaire moyen de B, et vous allez le diviser par un truc qui sera structure B, même structure pour les deux, d'accord, mais avec le salaire des A. Autrement dit, vous construisez une espèce d'entreprise fictive qui est une entreprise qui pratique, qui a la structure de B, mais les salaires de A. Et donc, dans ce cas-là, ce que vous mesurez bien, vous voyez, bien sûr, vous neutralisez en quelque sorte la structure, elle apparaît en haut et en bas comme étant la structure de B, je ne peux pas le parer comme je pourrais le faire avec une valeur simple, c'est un produit scalaire, et vous comparez ce que serait la différence de salaire moyen entre B et A si A avait la même structure que B. Vous trouvez combien? Vous trouvez 0,894%. 0,894. Donc ça veut dire que le taux de variation des salaires entre A et B à structure fixe est de moins 10,6%. D'accord? Ce qui signifie que l'entreprise B, si elle pratiquait l'entreprise B, d'accord, si l'entreprise A avait la même structure que l'entreprise B, puisque c'est ça, hein, ok, la différence de salaire entre B et A serait de moins 10,6% en défaveur, bien sûr, de l'entreprise B. Ok? Donc, là, j'ai calculé un effet de structure. Pas un effet de structure, un effet de différence de salaire. J'ai raisonné à structure fixe. Donc, qu'est-ce que l'effet total? Ça va être ça. Ok? J'ai fait une forme de décomposition qui est inscrite là. La différence de salaire entre A et B, moyenne, elle est de 19,1%. Le coefficient de 1,191. Ceci n'est rien d'autre que la structure de B multipliée par le salaire de B divisé par la structure de A multiplié par le salaire de A. D'accord? Ce truc-là, je peux le décomposer en deux morceaux. Regardez bien. Vous voyez que ce que j'ai fait, c'est qu'à droite de l'équation, vous voyez que ce morceau-là et ce morceau-là est identique. D'accord? Est identique. Donc, ce que j'ai bien à droite, une fois que j'ai barré ces deux termes-là, c'est bien la structure de B, salaire de B, divisé par structure de A, salaire de A. C'est-à-dire ce que je cherche. Et ce premier effet ici, qu'est-ce que c'est? C'est précisément notre effet de structure. On va comparer la différence de salaire moyen si l'entreprise B se mettait... Non, c'est la différence de structure. Si l'entreprise B se mettait à adopter les salaires de A. C'est ce que j'ai appelé l'effet de structure. Et puis, ensuite, ce terme-là, c'est quoi? C'est ce qui se passerait si l'entreprise A se mettait à prendre la structure de B. D'accord? C'est l'effet de différence de salaire. Et c'est la combinaison des deux qui nous donne la différence entre A et B. D'un côté, l'entreprise B a un salaire moyen qui est élevé de 19,1%, mais il y a l'essentiel, en fait, ceci provient d'un effet de structure à hauteur de 33,2%. C'est le cas simplement parce que l'entreprise B a une structure différente de l'entreprise A à hauteur de 33,2%. Et puis, en revanche, si maintenant vous comparez les salaires catégorie par catégorie, c'est-à-dire en neutralisant l'effet de structure, en faisant comme si l'entreprise A avait la structure de B, alors vous voyez que l'entreprise B, en fait, elle paye les gens moins 10,6% en dessous. Et c'est la combinaison des deux, d'accord, qui nous donne le total. L'augmentation de salaire moyen est 19,1% entre
B et A se décomposent en un effet de structure donc, qui est très favorable à B, qui est tellement favorable que les salaires devraient augmenter de 33,2%, mais qui est contrecarré par un effet différent de salaire, qui est en défaveur de B, donc on a vu que ligne par ligne, elle payait des salaires plus bas. D'accord ? Donc ici, j'ai décomposé mon effet de structure. Mon effet total, je l'ai décomposé en deux morceaux. Un effet de différence de structure et un effet de différence de prix. Mais vous auriez pu me dire, et je fais ça juste avant la pause, la décomposition telle que je l'ai faite, j'aurais pu faire une décomposition autrement. Pourquoi ici j'ai mis W bar structure de B, salaire de A? J'aurais très bien pu mettre ici structure de A, salaire de B. Et ici, structure de A, salaire de B. Ok? Pourquoi j'ai pris la structure de B lorsqu'il a s'agit de comparer le salaire de B à A? Pourquoi j'ai pris les salaires de A quand il a s'agit de comparer la structure de B à la structure de A? J'aurais pu faire exactement l'inverse. D'accord? Et c'est exactement le sens de ce qui est inscrit ici. J'aurais très bien pu, au lieu de mettre ici structure de B, salaire de A, je peux très bien mettre structure de A, salaire de B. Et avec des deux côtés aussi, ça apparaît. D'accord? Donc la décomposition totale, j'aurais pu la choisir. Ici, j'ai l'impression que j'ai pris les salaires de A comme étant la référence et la structure de B comme étant la référence. Ben, je peux faire exactement l'inverse. Je peux prendre les salaires de B comme étant la référence, salaire de B, salaire de B pour multiplier, pour regarder un effet de structure, et puis prendre la structure de A comme étant la référence. D'accord? Je peux faire l'un ou l'autre. Et vous voyez que dans ce cas-là, j'obtiens un résultat qui va toujours dans le même sens, j'ai toujours mes 19,1%, mais cette fois, les effets sont un petit peu différents, ils sont comparables, 35% d'effet de structure et moins 11% d'effet de salaire propre. D'accord? Donc ma décomposition en effet de structure résulte aussi d'un choix un peu arbitraire sur l'entreprise que j'ai choisi comme étant le truc de référence. C'est exactement ce qu'on va faire après la pause sur les indices de tâches et de la semaine. Voilà. Je n'ai pas le temps de vous continuer. Mais donc on prend une pause jusqu'à 8. 10 minutes de pause maximum. À 12 heures. Pourquoi juste la partie des scalaires? C'est quoi les différences entre scalaire et multiplication? Un instant. Je vais reprendre. Donc, à la pause, peut-être que je n'ai pas été suffisamment clair, on va poser quand même une question fondamentale, qui est de dire, mais cette notion de produit scalaire, là, vous dites structure de B, salaire de B. On est d'accord que ce que j'appelle structure de B, ce sont les pondérations qui somment à 1, d'accord? Elles somment à 1. Et ce que j'appelle le salaire de B, c'est un vecteur qui regroupe les 3 salaires pratiqués par B pour chacune des catégories. Donc, quand je fais structure de B, scalaire, salaire de B, je fais ce que moi j'appelle une somme prod, je fais la moyenne du salaire de B, des salaires de B, en utilisant la structure de B en l'occurrence. Donc là, il n'y a pas de problème. 20% multiplié par 1300, plus 30% multiplié par 800, plus 50% multiplié par 3500. D'accord? Donc c'est ça, hein, ce que j'appelle le produit scalaire, et c'est pour ça que je mets cette notation. Vous allez voir que si je mets cette notation, c'est pas du tout pour que vous ayez un nouveau concept qui va vous embêter. Au contraire, c'est pour que vous ayez un concept qui soit facile. Et sur Excel, c'est très facile. Je peux vous le faire. Si vous avez compris ce qu'est ce truc-là, ce produit scalaire, allons faire un tour sur Excel. Je vais vérifier avant de venir que vous avez tout. D'accord? Ok? Regardez. C'est les données sur Excel. Ok? Donc, ici, j'ai un vecteur, la structure de A. Ici, ce sont les salaires de A. Et on me demande de calculer le salaire moyen de A. Ok? Donc, comment je dois faire? Je pourrais être compliqué, je pourrais prendre cet élément-là, je pourrais rentrer une formule, prendre cet élément-là, le multiplier par ça, plus cet élément-là, multiplier par ça, plus etc. Dans Excel, ils ont inventé un truc que vous devez connaître pour l'examen,
qui est la fonction SUMPROD. Je vais SUMPROD. SUMPROD, ça pourrait s'appeler la fonction produit scalaire. SUMPROD, vous voyez, c'est une formule dans Excel. SUMPROD, c'est une fonction Excel. Je vais faire la SUMPROD d'un vecteur, d'accord? Ce vecteur, c'est le vecteur C6, C8. C6, C7, C8, d'accord? Vous voyez qu'on m'a mis C6, 2 points, C8. Et en fait, pour l'avoir, je vais simplement briser cette zone-là. Il a pris ce vecteur-là, et je vais le faire scalaire ceci. Et c'est bien un SUMPROD que je vais faire. Donc, ce que je fais après, c'est que je mets un point virgule, je clique là, d'accord, et j'étends comme ça. Et je ferme. Ok? Ceci me calcule le produit scalaire, le salaire moyen. D'accord? Donc, faire des SUMPROD ou des produits scalaires, c'est la même chose. C'est prendre des vecteurs, les multiplier terme à terme, produit, et sommer. C'est ce que vous faites quand vous calculez votre note moyenne au bac. D'accord? C'est ce que vous faites quand vous avez un panier qui est composé d'oranges, de pommes, de n'importe quoi, vous connaissez les prix. Pour connaître la valeur du panier, vous additionnez simplement la valeur de chacun des composants du panier. Vous êtes en produit scalaire entre le prix et quantité. D'accord? Donc, ce truc SUMPROD est pratique. D'accord? Hop, on peut le faire. Je retiens. Pony 142. Bien sûr, cette formule elle est recopiable ou pas? Je vais calculer maintenant le salaire moyen de l'entreprise B. Je vais faire la même chose. SUMPROD, SUMPROD. D'accord? Elle doit être recopiable parce que si je la recopie là, vous voyez que c'est le SUMPROD, le ça et le ça qui est décalé. Donc ça va faire exactement la même chose. Normalement, ok, ça fait le salaire moyen. Maintenant, regardez ce que j'ai fait en dessous. Maintenant, je dis, ah tiens, essayons de calculer ce que serait le salaire moyen de l'entreprise B si elle adoptait les salaires de l'entreprise A. Vous pouvez me dire, c'est aussi ce que serait le salaire moyen de l'entreprise A si elle adoptait la structure de B. On est d'accord? C'est une question de vocabulaire. Je ne sais pas ce qui doit être mis en premier. On est d'accord que là j'ai mis structure salaire, j'aurais pu mettre salaire structure et inverser les deux, ça ne change strictement rien. Okay? Donc comment je fais pour calculer ça? Ce 2153, c'est ce que serait le salaire moyen de l'entreprise A si elle avait la structure de B. Donc hop, comment vous faites pour le calculer? Vous faites un SUMPROD de quoi? SUMPROD de... Ce que vous voulez, c'est construire une entreprise un peu bizarre, pas bizarre, hybride, qui aurait la structure de B, ça, et les salaires de A. Donc, tout simplement, vous prenez la structure de B, c'est ça, d'accord? F6, F8, vous voyez? Ok? Mais vous les combinez avec les salaires de A. Donc là, je viens de calculer, ce serait le salaire moyen d'une entreprise qui aurait la structure de B et les salaires de A. Et je vais calculer aussi avec un SUMPROD. Donc, le truc de produit scalaire, la notation que j'ai avec mon point, ok, et ben ça correspond à des SUMPROD sur Excel. Donc c'est une bonne manière de le faire. Et c'est un avantage fondamental, c'est que, c'est ce que je mets ici, je vais le réécrire là peut-être. Je vais peut-être le mettre là. Ou là, d'accord? Finalement, quand je compare A à B, le salaire de A par rapport au salaire de B, je compare un truc qui serait quelque chose qui est la structure de A avec les salaires de A divisé par la structure de B par rapport au salaire de B. Ok? Ceci, je peux toujours le réécrire comme étant la structure de B avec les salaires de B multiplié par la structure de A en haut avec les salaires de A. D'accord? Ce qu'il faut, c'est que les deux quantités que je vais mettre ici et là soient les mêmes. Par exemple, ici, si je mets
la structure de A avec les salaires de B. Si je mets structure de A avec salaire de B des deux côtés. Ok? Vous voyez que ça, c'est quoi? C'est un effet de structure. Parce que vous voyez que vous comparez la structure de A à la structure de B en faisant comme si l'entreprise A pratiquait les salaires de B. Donc, évidemment, ça, je ne peux pas le barrer. Je le barre entre. Si c'était un produit simple, je pourrais l'enlever au numérateur et dénominateur. Ce que je compare là-dedans, c'est bien la structure de A, la structure de B. Sauf que mathématiquement, ça n'aurait pas le sens de le barrer comme je le fais. Et je la neutralise, cette structure. Et puis vous voyez que dans ce que j'ai fait, ici, eh ben, ce que je compare, c'est quoi? C'est le salaire de A au salaire de B. Et cette fois, en différence de salaire, catégorie par catégorie. Donc en neutralisant l'effet de structure. D'accord? Donc là aussi, je peux le barrer. Ok? Vous voyez bien que l'effet total, c'est la combinaison d'un effet de structure et la combinaison d'effet de salaire. Vous auriez pu le dire, mais attention, pourquoi vous avez ça comme ça? Moi, ce que je trouve, c'est que vous auriez dû faire, vous n'auriez pas dû faire ça de cette manière-là, vous auriez dû faire ça comme ceci. J'ai complété après. Ok? Structure de A, salaire de A, mais là, ce que je voudrais mettre, c'est non pas STA-WB, mais c'est STB-WA. Pourquoi mettre STA-WB? D'accord? Effectivement, vous avez raison. Et vous voyez que cette fois, c'est toujours vrai ça. Cette fois, vous voyez que là, vous avez un effet qui n'est pas un effet de structure, qui est un effet de différence de salaire, parce que ce que vous utilisez comme référence, c'est non plus la structure de A, mais c'est la structure de B. Donc ça, bien sûr, c'est vrai également. D'accord? Et là, vous allez comparer la structure de A par rapport à la structure de B en prenant les salaires de A. Ok? Donc vous avez deux manières de décomposer mon effet total. Vous avez une première manière qui serait celle-là, qui consiste à prendre la structure de A comme référence lorsque vous calculez la différence de salaire, mais les salaires de B comme différence lorsque vous calculez les différentes structures, et vice-versa. Monsieur? Et donc vous avez deux manières de faire, et ça vous donne deux questions, deux réponses différentes à la même question. D'accord? Mais ces deux réponses ne sont pas foncièrement différentes. C'est ce que j'ai fait précédemment. Vous voyez que, en faisant une première décomposition, j'ai vu que c'est 33,2%, c'est 19,1%, plus un effet défavorable de salaire qui est de moins 10%. Et puis en sens inverse, j'ai trouvé cet effet-là, toujours mes 19,1%, et cette fois, en faisant cette décomposition-là, je vois que l'effet de structure il est de 35% en faveur de B par rapport à A. N'oubliez pas que B est beaucoup plus qualifié, mais que bien sûr, quand je compare les salaires de B et les salaires de A en adoptant la structure de A, je trouve que l'entreprise B paye moins cher, l'entreprise B paye moins cher ses salariés que l'entreprise A. Vous voyez que là, pour le coup, ça me fait plus 34,9. Donc ça fait l'effet entre les deux, il est de 19,1%. Vous voyez qu'il y a 34,9%, 1,349. N'oubliez pas que le taux de variation, c'est 1, c'est M moins 1. Donc M, c'est le quotient indicateur, donc ça fait 1,349 moins 1, ça fait 0,349, ça fait 34,9%. Et là, ici, vous voyez que ça fait un effet qui est de moins 10, moins 11, pardon, 0,8%. D'accord? Précédemment, on n'avait pas exactement les mêmes chiffres. Et bien sûr, ça nous dit la même réalité, à savoir que si vous deviez travailler dans une entreprise, vous préféreriez aller travailler dans l'entreprise A, même si c'est la moyenne plus élevée que l'entreprise B, parce que vous voyez que catégorie par catégorie, l'entreprise A paye mieux ses salariés. Simplement, elle a moins de salariés qualifiés. Ok. Donc, ce que je viens de faire ici, c'est l'effet de structure. Maintenant, ceci, on peut l'appliquer à, bien sûr, les salaires dans une entreprise A et dans une entreprise B, et c'est exactement la démarche qu'on a quand on construit un indice de prix.
Quand vous construisez un indice de prix, vous regardez le panier de la ménagère. Enfin, c'est ma vie. Le panier du ménage. Il n'y a pas de raison que ce soit la ménagère qui aille faire les courses. Ok, et ce panier, il est composé d'un certain nombre de produits. Et donc vous avez une partie du panier qui vient boissons alcoolisées et tabac, santé, etc. Tout ce qui compose le panier du ménage, le panier de consommation du ménage. Et donc ça c'est la structure de votre consommation. C'est la structure de votre consommation. Et puis, à côté, vous êtes capable, catégorie par catégorie, de regarder comment les prix de chacun des biens qui composent le panier ont augmenté. Donc on nous dit ici, vous voyez, entre le 2011 et 2012, l'alimentation et boissons d'alcoolisées a augmenté de 3,1%, etc. Vous voyez, la santé a baissé de 0,2%. Le prix de votre agriculture ne s'est pas modifié. Et ce que vous voudriez, c'est construire un indice général de prix. Et comment vous allez faire pour construire un indice général de prix? Vous allez, en fait, faire une espèce de moyenne pondérée par le coefficient budgétaire des augmentations de prix individuels. Ceci, c'est l'indice des prix à la consommation. Vous allez prendre la structure du panier telle qu'elle était observée en 2011, et vous allez combiner cette structure du panier, de la dépense, avec les prix, l'augmentation des prix entre 2011 et 2012. Donc, ce que vous allez bien mesurer, c'est un effet d'augmentation de prix à structure inchangée, à structure de dépenses inchangée. Bien sûr, de fait, la structure de dépenses, elle change. Vous n'êtes pas d'une année sur l'autre. Évidemment, il y a 30 ans, personne n'a fait de téléphone portable. Donc, vous comprenez que chaque année, la structure change. Donc, ce que vous capturez en faisant cet indice de prix, c'est vous neutralisez l'effet de structure. Donc, vous laissez de côté l'effet de structure. C'est comme ça qu'on calcule un indice de prix. Exactement comme vous l'avez fait tout à l'heure. Quand j'avais comparé les salaires de A et les salaires de B, j'avais pris comme référence la structure de A. Et bien là, je prends comme référence la structure de l'année 2011. Je viens de calculer un indice de Lasker. C'est ça l'indice de Lasker. Donc c'est ça qu'on va développer maintenant dans ce cours. Alors, bien souvent en économie, en comptabilité nationale, on a ce qu'on appelle les grandeurs synthétiques. C'est quoi les grandeurs synthétiques? C'est aussi ce qu'on appelle les agrégats, le PIB, la consommation en valeur, tout ce que vous voulez. En gros, c'est mélanger les torchons et les soriettes, et en utilisant les prix pour en déduire une valeur. Donc, une grandeur synthétique, c'est la somme de beaucoup de grandeurs élémentaires. Vous allez additionner des valeurs de torchons et de sariettes. Donc vous pouvez voir ça comme ça, imaginez que vous ayez n biens, d'accord? La valeur, c'est quoi? C'est P1 fois Q1, plus P2 fois Q2, etc. Où 1n, ce sont les indices de biens, c'est là. Le nombre de chacun des biens. Et donc un indice de valeur, ce n'est rien d'autre qu'un produit scalaire. Voilà. Une valeur, un agrégat, c'est juste un produit scalaire. Vous êtes d'accord? Vous avez tous les prix et vous allez faire un somme prod. P scalaire Q. D'accord? Et ce que vous faites, c'est bien ça. P1 fois Q1 plus P2 fois Q2, etc. C'est un somme prod. Donc un agrégat, c'est un somme prod. C'est un produit scalaire. Alors comme vous êtes... vous voyez que si on devait l'écrire mathématiquement, ça serait un peu plus long. D'accord? Donc la notation qu'on a quelques fois, c'est de dire c'est la somme de I égale 1 à N des PI fois QI. D'accord? Et donc ça c'est bien P scalaire Q. Quand j'écris P scalaire Q, c'est plus rapide, non? C'est pour ça que je préfère l'écrire comme ça, parce que ça m'évite d'avoir ces sommes qui sont pénibles à manipuler. Quand on fait des sommes, c'est bien la somme de I égale 1 jusqu'à N, de produit, c'est bien une somme prod. Maintenant, la question qu'on veut se poser, c'est étudier l'évolution de la grandeur X, de l'agrégat X, la consommation, entre 0 et T. Pour ceci, vous allez calculer un indice de valeur, d'accord, de 1, de T, pardon, par rapport à 0, de la grandeur X, d'accord. Et ceci, c'est un indice base 100 de la valeur entre T et 0. Ok. Lorsque cet indice bouge, vous voyez que cette modification peut provenir soit du P, soit du Q. Les deux à la fois, en fait. Ce qui augmente la valeur,
du PIB, c'est à la fois un effet prix, le prix de tous les biens en vente, et puis vous allez produire plus du bien en question. Et ce que vous voudrez, vous, ce que vous voulez faire, vous, c'est séparer dans cette évolution de la valeur ce qui provient du prix et ce qui provient des quantités. D'accord? C'est exactement comme si je voulais séparer dans la différence entre le salaire moyen de A et le salaire moyen de B, ce qui provient de la différence de structure entre A et B, de la différence de salaire entre A et B, pris ligne par ligne. C'est exactement la même chose. D'accord? Donc, on est d'accord que ça, XT, c'est PT scalaire QT, divisé par P0 scalaire Q0, multiplié par 100. Ben, vous voulez comparer ce qui provient de l'évolution des prix ou ce qui provient de l'évolution des quantités. Maintenant, on a compris, on a déjà compris comment calculer un effet structure. Donc c'est très simple de faire ça. Ok? Ben, par exemple, vous pouvez regarder ce que serait la valeur du panier si les quantités n'avaient pas bougé. Et puis, évidemment, pour que ça marche, il faut que je compare. Ah mince, j'ai mis PT, ouais, c'est ça. Il faut que en haut, là, je mette. Là, je mis PT Q0, donc en bas, je mets PT Q0. Donc ça marche. Et là, je vais mettre PT QT. Multiplié par 100. Alors, regardez ce que je viens de faire, c'est exactement ce que j'ai écrit tout à l'heure pour l'entreprise. L'évolution de la valeur, c'est quoi? C'est la combinaison d'une évolution des prix à structure de quantité inchangée, à Q0 inchangé, et l'évolution des quantités à prix inchangé. L'indice des prix à la consommation, c'est ça. L'indice des prix, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le LASPER. Regardez bien tout de suite. Et ça, c'est ce qu'on appelle un indice de tâche, des quantités. Donc, quand je vais calculer l'indice de prix, je vais considérer ici, je vais comparer le prix à la date T et le prix à la date 0 pour tous les biens à la fois en utilisant les quantités de la date 0. D'accord? Exactement comme tout à l'heure, j'avais construit une entreprise hybride qui était une entreprise qui avait à la fois la structure de l'entreprise A et les salaires de l'entreprise B. D'accord? Tout comme ça. Là, c'est pareil. J'ai construit un truc un peu bizarre qui est la valeur du panier si les quantités n'avaient pas été modifiées et que les prix étaient ceux d'adaptés. Et en regardant ça, je mesure bien l'effet prix. Ça, c'est un indice de l'ASPER. Ça se voit l'indice de l'ASPER en terminale ou pas? C'est même dommage parce que déjà vous voyez plein de trucs en terminale et ça, vous ne voyez pas. Et ça, c'est deux Allemands, l'ASPER et Pache. Ça, c'est ce qu'on appelle un indice de Pache, parce que vous allez comparer, c'est un indice de quantité, vous allez comparer la quantité adaptée à la quantité à la date 0 en utilisant les prix adaptés. D'accord? Donc c'est ça qu'on va faire en fait maintenant dans le chapitre qui vient et pour les 2 prochaines classes. Donc c'est pas forcément super compliqué, si vous avez déjà compris ça, vous avez tout compris, le reste c'est du blabla. On y va. Donc effectivement, c'est ce que je viens d'expliquer ici, hein. Voilà un indice de valeur. Un indice de valeur, on est d'accord que c'est un PT scalaire QT divisé par un P0 scalaire Q0 multiplié par 100. Donc un somme propre. On est OK? Si je commence à mettre ici les signes somme partout, d'accord? Vous voyez que c'est un peu compliqué parce que je suis obligé d'avoir un double indice. Un indice pour le bien et un indice pour la date. Donc c'est un peu lourd. Alors que là, c'est tout de suite très clair. D'accord? Vous n'avez pas besoin de mettre ces signes somme qui sont extrêmement lourds. Ok? Mais c'est la même chose. C'est bien un somme propre. Donc ma question, elle est, comment séparer? C'est séparer entre ce qu'on appelle un effet prix et un effet volume. Comment séparer dans la variation de valeur du panier de biens ce qui provient des prix, l'effet prix, de ce qui provient des quantités? Et c'est ça, construire des indices synthétiques, l'ASPER et Pache. Pour un indice élémentaire, on l'avait vu avec l'histoire des places de cinéma. Vous vous rappelez, on avait regardé la manière dont les recettes de cinéma augmentent. Ben, c'est bien simple. Pour un indice élémentaire,
vous aviez les recettes de cinéma, c'est le prix du ticket multiplié par... C'était ça, hein. La recette de notre cinéma, c'était le prix moyen du ticket multiplié par le nombre d'entrées. Donc évidemment, si vous êtes dans une situation élémentaire, bien sûr que si vous regardez comment les recettes du cinéma ont monté entre la date 1 et la date 0, et qu'il n'y a qu'un seul lien dans votre panier, vous allez calculer cette quantité-là, d'accord? Ça, c'est bien le coefficient multiplicateur entre les deux, et vous pouvez le séparer entre un effet prix et un effet quantité, d'accord? Ça, c'est juste. Pourquoi? Parce que ici, ce n'est pas des produits scalaires, c'est des multiplications. Ou dans le cas où il y a un seul lien, un indice élémentaire, la question que je vous posais est très facile. Parce que simplement, vous pouvez éclater ici cette variation, d'accord, en une variation de prix, P1 sur P0 et Q1 sur Q0. Rappelez-vous ce que j'avais fait pour le cinéma, les plates de cinéma, d'accord, évidemment, c'est plus vrai pour un indice synthétique, parce que la structure se modifie. Et donc c'est ça qu'il va falloir qu'on regarde. Ok. Donc pour ça, on va s'intéresser aux variations de prix entre 0 et t en raisonnant la structure de quantité inchangée. C'est exactement ce qu'on fait. C'est quoi s'intéresser à la variation de prix en faisant comme si les quantités étaient inchangées? C'est comparer un panier qui aurait les prix de la date t, mais les quantités de la date 0, un panier qui aurait le prix de la date 0 avec les quantités de la date 0. D'accord? Ici, on compare bien le prix de la date t au prix de la date 0 en faisant comme si les quantités étaient celles de la date 0. Alors que bien sûr, ce n'est pas le cas, la structure se modifie. Donc, on a raisonné ici, on a figé les quantités, c'est ça? On ne les a pas modifiées, on les a figées à quantité, d'accord? Ça, par définition, c'est ce qu'on appelle l'indice de l'Asper entre la date t et 0 des prix. D'accord? Maintenant, évidemment, pour faire les quantités, on pourrait appliquer le même principe. Donc cette fois, vous allez figer le prix à la date 0, vous allez comparer à la quantité de la date t, et puis vous allez faire ce calcul-là. Même principe. Vous voulez regarder de combien augmenter les quantités. Vous faites comme si les prix n'avaient pas bougé. D'accord? Et donc, ceci est un effet quantité. Vous raisonnez à structure de prix donnée, à P0 donné. Maintenant, la question que vous pourriez me poser, c'est de dire, mais quand on va choisir de figer les prix et les quantités, ici, on les a figés à la date 0, à la date initiale. Mais on pourrait très bien, ce qu'on a fait, hein, on a figé à la date initiale, P0, Q0. On pourrait très bien faire l'inverse, c'est-à-dire figer à la date terminale. C'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure pour les entreprises A et B. Pourquoi on a pris un moment l'entreprise A comme étant celle de référence? Pourquoi on n'a pas pris l'entreprise B? Et en fait, on a vu qu'il y a deux manières de calculer. Ben, c'est exactement pareil ici. On aurait très bien pu calculer autre chose, qui est ce qu'on appelle l'indice de Pache, où, cette fois, on fige, on compare toujours, bien sûr, PT à P0, mais on fige les quantités à la date terminale. Ceci, c'est ce qu'on appelle un indice de Pache. Donc, dans les deux cas, il s'agit toujours de comparer PT à P0, c'est ça qui fait l'indice de prix. Mais la différence, c'est que dans cette situation-là, je choisis de prendre la date initiale comme étant la date de référence, d'accord, la quantité de référence, alors que l'indice de Pache, je choisis de prendre la date terminale. Dans un indice de prix à la consommation, vous allez considérer l'augmentation des prix pondérée par les structures du panier de l'année précédente. C'est donc un indice de l'Asper. Ok? Mais on a très bien pu discuter en faisant non, ce qu'il faut regarder, c'est pas
figer le panier à la structure telle qu'elle était. C'est figer le panier à la structure du panier tel qu'il est. Tel qu'il est. D'accord? Donc c'est une bonne question. Ici, on a choisi dans l'asper de faire ça. La différence entre l'asper et page, l'asper avec un S, attention à l'orthographe. Hein. Page, comme je l'écris, c'est que quand vous faites un indice de l'asper, vous figez ce qu'il faut figer à la date initiale, et quand c'est un indice de page, vous figez à la date terminale. J'y vais. Donc, évidemment, on va revenir sur toutes les notions. Donc on est d'accord que indice de l'asper, définition, qu'est-ce qu'un indice de l'asper? C'est regarder la valeur du panier, comparer la valeur du panier dans une situation fictive où on aurait un panier qui aurait une quantité de l'année 0, mais les prix de l'année T. D'accord? Donc un indice de l'asper, je l'écris aussi sous forme scalaire parce que je sens que ça va aller beaucoup plus vite, c'est vous comparez bien le prix à la date T par rapport au prix à la date 0. Ok? C'est bien ça construire un indice. Et il faut multiplier par 100. Le problème, c'est que PT et P0, ce sont des vecteurs. Ce ne sont pas des nombres. Il y a plein de prix. D'accord? Donc le problème, c'est que je voulais avoir un indice synthétique qui résume ce qu'il y a dans ces vecteurs. Et pour ce faire, vous allez prendre un produit scalaire en utilisant les quantités de la date 0. Donc, vous regardez donc combien, c'est quoi ça? PT plus 0, c'est le prix du panier, d'un panier hybride, qui aurait les prix adaptés et les quantités de la date 0. Et ce que vous calculez bien, c'est bien un effet d'augmentation du prix. Parce que, encore une fois, je le fais avec des pointillés, d'accord? En fait, tout se passe comme si ça et ça, ce qui est le numérateur et le dénominateur, là, le plus 0, d'accord, disparaissait. Donc, vous avez figé l'effet de quantité. Vous comprenez le principe. Donc, en termes de produit scalaire, c'est ça, un indice de l'asper. Maintenant, si je l'écris avec tout ça, là, d'accord, je vais finir par me perdre dans tous les indices et les sous-indices, parce qu'il faut que j'indexe à la fois par la date, non, par le numéro du bien, 1, 2 jusqu'à n, et par la date. 0, 0, 0, non, 1, pardon, T, etc. D'accord? Mais c'est bien ça qu'on a fait. On a bien combiné, on a construit un panier qui aurait les prix adaptés et les quantités de la 0. Ok. Donc, exemple ici, on nous dit, voilà, on a les quantités de croissant de brioche et le prix du croissant de la brioche. Et on a un panier qui est composé de croissant et de brioche. La valeur de ce panier, vous l'obtenez en faisant des sum prod. D'accord? 96 ici, c'est quoi? C'est à la date 0, c'est le sum prod de 6024 avec le sum prod de 80 centimes et de 2 euros. D'accord? Un sum prod, ici, horizontal, et ça ne change rien. C'est 96, etc. Donc, on nous dit quel est l'indice de l'asper des prix entre 0 et 1. Donc, pour calculer cet indice de l'asper des prix entre 0 et 1, d'accord, il faut comparer le prix à la date 0, le prix à la date 1 qui est ici, au prix à la date 0. Donc, ça, c'est bien le vecteur que je vais appeler P0, donc qui est ici un vecteur horizontal. Et ça, c'est P1. Et il faut les comparer en disant quoi? En utilisant les quantités de la date 0. Donc il faut construire un panier fictif qui aurait les quantités de la date 0 mais avec les prix de la date 1. Donc comment on fait ça? Ben, hop, voilà. Vous faites une fraction, donc on prend, ça va être 60 fois 0,8, c'est 4,80 €, 48 €, pardon, plus 2 fois, non, je me suis trompé, je fatigue, hein. Vous n'avez pas vu la dernière fois dans la vidéo YouTube, là j'ai fait une énorme erreur. Et alors il y a un étudiant qui a mis un petit commentaire en disant de vous raconter n'importe quoi. Mais il a raison, il a raison. Il y a des fois où je fatigue. En plus, j'ai eu 3 heures de cours ce matin. Heureusement, c'est le bain à l'université. Alors, bon, heureusement, on ne travaille pas tous les jours comme ça, sinon on finira très fatigué.
D'accord? Donc en fait, non. Il faut bien qu'au numérateur, je mette les prix de la date 1. Rappelez-vous, c'est P1 scalaire Q0 divisé par P0 scalaire Q0. Donc il faut bien que je combine les prix de la date 1, c'est-à-dire avec les quantités de la date 0. Donc c'est 1 fois 60 plus 2,2 fois 24. On est d'accord? Donc ça c'est bien P1 scalaire Q0. Ok? J'ai pris les quantités de la date 0 et je les ai combinées avec les prix de la date 1. C'est ça que j'ai fait. J'ai fait un sum prod. Et au numérateur, ce que j'avais, mais c'est même pas la peine de calculer, je le connais déjà, c'est P0 Q0. Je l'écris quand même parce que c'est plus sûr. C'est 0,8 fois 60 plus 2 fois 24. D'accord? Et donc ça, c'est bien sûr, c'est 96 qui est là. C'est la valeur du panier à la date 0. Ok? Donc vous voyez bien que ce qui apparaît dans ce ratio, c'est d'un côté, le 60 et le 60, c'est le même, le 24 et le 24, c'est le même, c'est les quantités qui sont figées. En revanche, ce qui est modifié, c'est les prix. D'accord? Et donc, au total, vous voyez que le panier, la valeur du panier à la date 1 qui aura les quantités de la date 0 avec les prix de la date 1, ils auraient 112,8, d'accord? Et puis, au numérateur, c'est le panier de la date 0 plus la date 0, le 96. Et donc, ça vaut, multiplié par 100, ça ne vaut pas 1,175, comme c'est écrit là, ça vaut 117,5, parce qu'on a multiplié par 100. D'accord? Et donc, c'est une augmentation de 17,5% des prix. Ben, vous venez de calculer votre premier indice des prix à la consommation. Pas intéressant. D'accord? Vous avez figé les quantités à date 0. C'est un Lasker des prix. Donc c'est ça, c'est cette formule-là, j'ai écrit là. Okay. Et comme j'aime bien les notations, je note comme ça. Je dis, c'est le Lasker des prix, donc je mets L comme Lasker, P comme prix, d'accord, de 1 par rapport à 0, en passant à des 0. Ok? On peut également calculer, c'est courageux, hein. On peut également calculer, bien sûr, ce truc-là. Ce qu'on nous demande de calculer ici, c'est le L de 0 par rapport à P. Donc, on va comparer l'augmentation des prix sur 2 ans. Donc, comment vous allez faire? Vous allez combiner les prix de la date 2 avec les quantités de la date 0, et vous allez comparer les prix de la date 0 avec les quantités de la date 0, multiplié par 100. Donc, au numérateur, ça va nous faire 96, d'accord? Puisqu'on est d'accord que ceci n'est rien d'autre que P0, Q0. Et au numérateur, ça va nous donner quoi? On va prendre les quantités de la date 0, 60-24, et on va leur appliquer les prix de la date 2. Donc ça va faire 1,2 fois 60 plus 2,4 fois 20. D'accord? Donc ça fait 72 plus 48, d'accord, divisé par 96. Le tout multiplié par 100. Donc ça a augmenté de 35%. Ok? Et donc vous voyez bien que ici, j'ai bien pris par rapport aux quantités de la date 0. En dessous, elle me demande de calculer l'asper de 2 par rapport à 1. Donc il faut que j'applique ma définition. L'asper de 2 par rapport à 1, c'est le prix de la date 2 divisé par le prix de la date 1, d'accord? Mais attention, on prend toujours les quantités à la date initiale. Donc la date de référence, c'est la date 1. D'accord? Donc quand je calcule l'asper de 2 par rapport à 1, il faut bien que je prenne les quantités à la date 1, parce que c'est la date de référence. Oui. Ouais, bien sûr. Et là, c'est le dingue, hein. Vraiment, vous êtes là pour m'aider. Bon, ça, c'est une petite erreur, hein. Je fais des beaucoup plus grosses. Celle-là, elle n'est pas très signifiante.
Donc, là en dessous, parce qu'en général, quand on fait une erreur, c'est qu'il y a un truc qu'on ne comprend pas vraiment. Enfin, en tout cas, sur lequel on peut lutter. C'est pas toujours le cas, hein, ça des erreurs d'étourderie. Moi, c'est un peu mon style de faire dans le truc. Ok, donc ça fait quoi? Si je dois calculer le deuxième laser, de 2 par rapport à 1, je regarde combien l'inflation a été entre l'année 1 et l'année 2, bah, P1Q1, c'est ça. C'est P1Q1, c'est 165, on est d'accord? C'est ça, hein, P1Q1. Donc au numérateur, c'est 165. Et en haut, c'est un truc qui combinerait les prix de la date 2 avec les quantités de la date 1. Donc c'est 1,2. Voilà. C'est mon stylo. 1,2 multiplié par 99, d'accord? Plus 2,4 multiplié par 30. Ok? Et vous multipliez tout ça par 100. Et si vous faites ça, vous obtenez 115,6. Ok? Vérifiez que c'est juste, pour faire que c'est juste. Je ne vais pas me tromper. Et donc dans ce cas-là, ça veut dire que les prix entre 2 et 1 ont augmenté de 15,6%, d'accord, en utilisant l'indice de Lasker. On est OK? Donc, à chaque fois, il faut juste que j'ai cette gymnastique intellectuelle qui consiste à bien me planter. OK? Qui consiste à bien me planter. Il faut vite se planter. Hein. Il faut être un peu concentré quand on lit. Qu'est-ce que j'ai à dire après? Ah! Oula! Ça, je m'y attendais pas. Ah bon, c'est transparent, je ne mets pas ça. Ok. Regardez, sur Excel, on a la même chose. D'accord? Et là, par exemple, on nous demande de calculer. Là, bon, d'accord, c'est les mêmes données. Ok? Donc n'oubliez pas, ici les valeurs, c'est un sum prod. Vous voyez? La valeur ici, c'est le sum prod de B18, C18, c'est-à-dire ça et ça, B18, E18. Donc on a bien fait un produit scalaire pour obtenir la valeur. D'accord? Donc ça c'est sympa. Maintenant, on me dit ici, calculer l'indice des prix. Et comme je l'ai écrit comme ça, L, machin, ça veut dire que c'est indice des prix année précédente. Donc on est d'accord que ici, qu'est-ce qu'il faut que je mette? Je vais mettre un sum prod. D'accord? Sum prod de quoi? Je dois calculer l'indice des prix en utilisant les quantités de l'année 0. Donc je vais prendre les prix de l'année 1, c'est cela, d'accord? Et je vais les combiner avec quoi? Avec les quantités de l'année 0. C'est ça. D'accord? Donc là j'ai bien fait P1 scalaire Q0. Je le divise par 3. Ce que je peux faire, c'est le diviser directement par P0 Q0. Je l'ai déjà calculé, P0 Q0 il est là. 96. Ok? Donc, je divise par 96, et bien sûr, je multiplie le tout par 100 pour que ça marche. Ok? Je rentre cette formule, et j'ai obtenu mon indice des prix, d'accord? Ce que j'ai calculé ici, j'ai obtenu mon indice de prix à l'année précédente. Cette formule, maintenant, regardons la ligne qui est en dessous. Donc cette fois, je veux calculer le L de 1. C'est par rapport à l'année précédente. Est-ce que je peux recopier la formule qui est au-dessus? Dans cette formule qui est au-dessus, j'ai pris les prix de l'année 1 et je les ai combinés aux quantités de l'année 0 et j'ai ensuite divisé par ça. Si je la recopie en dessous, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les prix de l'année 2, je vais les combiner aux quantités de l'année 1, et je vais les diviser par le prix de l'année 1. Donc la cellule est recopiable. Ceci est bien l'indice de Lasker.
puisque en décalant la copie, je ne fais qu'abaisser le même calcul d'une ligne. Donc cette ligne, ça je peux le recopier. Si je le recopie, j'obtiens ce que je cherche. D'accord? Maintenant, je peux faire l'indice de la sphère par rapport à l'année 0. Et cette fois, je veux prendre l'année 0 comme référence. Donc, toujours un subprod. De quoi? Je vais prendre le prix de l'année 1 avec les quantités d'année 0 divisé par la valeur du panier, l'année 0, multiplié par 100. Ça va donner évidemment le même résultat que dans la case d'à côté. Cette formule est-elle recopiable? Si je le recopie en dessous, ce que je veux, c'est l'indice de l'asper en tout par rapport à 0. Le problème, c'est que si je la recopie, d'accord, je vais obtenir ça. Donc évidemment qu'elle n'est pas recopiable. Si je veux calculer ceci, il faut que je considère l'indice de valeur ici et que je combine les prix de l'année 2 avec les quantités de l'année 0. Ok? Donc, en fait, c'est pas recopiable. Je suis obligé de la réécrire. Alors, je ne peux pas la recopier. Si je la recopie, je vais reproduire ce que j'avais là. Or, ce que là, je dois écrire, c'est quoi? C'est le SUMPROD. Vous voyez, SUMPROD, c'est une formule Excel du prix de l'année 2, ok, combiné avec quoi? Avec les quantités de l'année 0, puisque c'est bien l'année de référence, divisé par quoi? Divisé par P0 plus 0, c'est-à-dire par 96, le tout, multiplié par 100. Ok? Et je trouve 135, ça a augmenté de 35%. Ok? Donc, là, j'ai simplement fait la même chose en faisant du Excel. C'est clair? Bon. Une fois que vous avez compris ça, le reste, ça vient tout seul. Donc, on se retrouve lundi prochain, et puis préparer les 3 premiers exercices de la DE pour étudier si elle fait mieux cette semaine. Elle fait mieux cette semaine. À la semaine prochaine. Oui. Vous avez retrouvé le mot de passe des filles de statistique? Ouais.